Je te laisse te présenter pour ceux qui t'écoutent. Alors, Sarah Seban, et voilà, comme tu l'as dit, effectivement, je pratique la préparation mentale. Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Je travaille dans un cabinet où je reçois les sportifs. Alors, je suis quand même spécialisée dans le tennis, hein, faut le dire. Si je suis là, c'est pas par hasard. Donc, je reçois des joueurs dans mon cabinet. Je travaille aussi pour la Ligue PACA en tant que formatrice et également, j'accompagne les jeunes du CFE. Et oui, oui, donc je connais un petit peu ton parcours. Donc, avant, tu étais dans l'équitation, c'est bien Tout à ça? fait, ouais. Voilà. J'ai un BE en équitation, j'ai enseigné ce sport pendant une quinzaine d'années, j'ai été moi-même compétitrice. Et bien sûr, c'est dans cette expérience-là que j'ai fait un peu le lien entre le corps et l'esprit. Moi en tant que compétitrice, et puis voilà, je pense comme tout enseignant peut être confronté à ce fameux, cette fameuse problématique de mais comment se fait-il que mon élève n'arrive pas à reproduire sous stress ce qu'il fait si bien à l'entraînement. Donc voilà, Et, je me suis un petit peu passionnée par ça et puis j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. justement, donc t'étais dans un autre sport. Comment c'est venu le tennis? Est-ce que ça t'intéressait? Du coup, t'as eu une opportunité? Alors, j'ai pratiqué le tennis il y a quelques années, puis j'avais complètement arrêté suite à ma grossesse. Je m'y étais pas forcément remise et puis à un moment donné, je sais pas, tu sais, la vie comme ça, je m'y suis remise. À ce moment-là, j'ai croisé un prof de tennis qui savait que j'intervenais auprès des BE en équitation et qui m'a dit ah bah c'est cool, est-ce que tu interviendrais aussi dans la formation des DE tennis? Et là je me suis dit bah tiens génial, pourquoi pas, carrément. Et en fait finalement j'ai complètement bifurqué dans le tennis et maintenant j'ai beaucoup plus de tennisman que de cavalier. Ouais, ça, c'est vraiment une histoire très sympa. Mais, et justement, tu pratiques ce sport. C'était important pour toi de le pratiquer Ouais. pour comprendre un peu le monde dans lequel tu vas tu vas soigner tes joueurs. Ouais, carrément. Bah oui, bah, genre, c'est bien connu, ce sport qui rend fou, quoi. Et oui, effectivement, je pense que le fait de le pratiquer, ça me permet d'être confrontée aux problématiques. Alors, elles vont être vraiment propres à ma personnalité, mais, euh, mais en même temps, c'est très important, je trouve. C'est très important de pouvoir être confronté aux problématiques de ce sport en particulier, parce que vraiment, pour connaître aussi d'autres sports, le tennis, c'est très particulier. Et je pense que c'est quasiment obligatoire de le pratiquer pour pouvoir accompagner. Ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment, il y a trop de, avoir un œil extérieur, c'est pas possible. Tu voulais vraiment avoir cet œil interne pour toucher toutes les problématiques et comprendre leur espace. Ouais, complètement. Alors moi, j'ai vraiment aucune prétention en tennis, hein, j'ai un petit niveau, mais voilà, je me suis amusée à m'inscrire dans un tournoi aussi il y a quelques mois, justement pour être confrontée, voilà, à la pression du terrain, voilà, voilà, à ces particularités où peut se retrouver. Il y a une solitude dans le tennis qui est quand même très, très particulière. Hmm. Bah justement, Et tu l'abordes à demi-mot. Et il y en a, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais pourquoi, selon toi, le tennis est si complexe? alors, le tennis est si complexe parce que il nous ramène directement à quelque chose d'extrêmement difficile qui est, c'est cette conversation permanente que l'on peut avoir dans la tête. J'appelle ça, moi, le commentateur intérieur, qui est sans cesse, mais sans cesse, en train de juger, d'analyser, d'essayer de comprendre, de vouloir résoudre des problèmes, de se juger soi, d'essayer de trouver des solutions dans les difficultés qu'on rencontre. Et en fait, on y viendra sûrement après, mais il a des bonnes choses pour nous. Mais il se trouve que dans le tennis, c'est pour moi un sport où la capacité de concentration est vraiment la qualité numéro un. Et cette voix, elle nous déconcentre. Cette voix nous déconcentre beaucoup, beaucoup. Alors, elle peut nous aider, mais elle peut aussi beaucoup nous déconcentrer. Et je pense que la déconcentration qu'elle va créer va avoir pour conséquence tout ce qu'on pourra voir derrière. Quand on parle après de gestion des émotions, quand on va parler voilà, de confiance en soi, de perte de confiance, etc. Tout ça, pour moi, en grande partie, c'est la conséquence
de cette voix qui, à un moment donné, a parlé au moment où il fallait pas parler. Mais cette voix, on peut la canaliser, on peut pas la faire taire, surtout peut-être pas la faire taire. D'ailleurs, on y viendra peut-être. Mais on peut réussir à, en tout cas, à l'apprivoiser. Tout à fait. C'est le défi, en fait. Je crois que c'est le plus grand défi qu'on soit de tout joueur. Bah ouais, moi je dis toujours, pour vraiment résumer mon métier, je trouve que la prépa mentale, c'est pour apprendre à mettre le mental à son service et non d'être au service du mental. Ouais. Bah justement, tu me parles de mental. Moi, je te pose la question. Qu'est-ce que c'est le mental? Ah ouais, ah ouais. Mais Bah euh, oui. merci parce que c'est vrai que ça c'est comme ça que je commence toujours mes interventions, mes formations, tout ça parce que c'est un petit peu, ça peut aussi être un peu un mot fourre-tout. Chacun peut avoir sa définition du mental. Et j'aime bien, moi, remettre l'église au milieu du village et puis en même temps, remettre les choses de manière très simple. Donc, je réponds à ta question, c'est quoi le mental? Le mental, c'est un processeur qui organise et structure la pensée. Nous avons tous dans notre tête un processeur, voilà. Et de par l'éducation qu'on a reçue, les expériences de vie qu'on a eues, agréables, désagréables, les blessures de l'enfance, etc. Le milieu social, le milieu culturel dans lequel on a vécu, on va se le formater quelque part, d'une certaine manière. Ce formatage-là va faire que on va structurer et organiser notre mental d'une manière. Il y a peut-être une manière qui va être favorable à la performance et au bien-être, et une manière qui va être défavorable à la performance. De toute façon, quand je t'avais vu en formation et puis on en a parlé en off, c'est vrai que cette définition rationnelle et cette définition terre à terre, entre guillemets, parce que maintenant avec le mental, on entend, comme tu dis, on entend beaucoup de choses, c'est à la mode, on entend différentes choses, c'est difficile vraiment de mettre un mot dessus. Là, carrément, tu es en train de nous expliquer que c'est presque scientifique, quoi. C'est quelque chose de vraiment ouais, rationnel, scientifique. Oui, et puis ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le mental, donc ce processeur, euh, il va y avoir une certaine intelligence dedans, mais il n'est pas vraiment intelligent si on le compare à un ordinateur. Quelque part, il ne va faire que répéter les programmes qu'on lui a transmis. Euh, donc il n'y a pas, c'est pas vraiment intelligent avec le terme lequel on pense nous. Alors que la conscience est intelligente. Là, il y a une véritable intelligence. Le mental, il n'est pas forcément intelligent. Le mental, c'est un outil, c'est un processeur qui va nous permettre, parce que c'est très important de savoir à quoi il sert en fait cet outil. Cet outil, il nous permet de nous maintenir dans un état de sécurité physique et psychologique par rapport à ce qui va nous arriver. Il va l'interpréter. Alors ça va passer par beaucoup de filtres, on va dire. Et, et en fait, il va proposer une réponse pour nous maintenir dans un état de sécurité. Ouais. Voilà. Et puis après, il va pas forcément faire la différence entre une insécurité physique, voilà, quelqu'un vient t'agresser dans la rue, et une insécurité plus psychologique, psychique, où bah voilà, on rentre sur une finale d'un tournoi, où quelque part on sait que à la fin, tout le monde le sait. Personne va venir nous couper la tête. Il n'y a pas de problème. Notre intégrité physique n'est pas menacée. Donc c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est qui est menacé pour qu'on puisse ressentir autant de stress et finalement presque autant de symptômes que si quelque chose de grave était en train de nous arriver. Ouais, ouais, ça résonne tout à fait. On entend, c'est vrai c'est vrai qu'on entend quand on perd un match, quand on perd même le fil de son jeu, de son identité de tennis. C'est un drame absolu pour certains. Et, mais le fait de dire c'est qu'un sport, c'est pas si évident parce que comme tu le dis, on a vraiment l'impression d'être complètement hors de notre zone de confort et carrément d'être dépassé pour finalement un jeu en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on comprend que finalement, les pensées qu'on va entretenir, voilà, le mental va nous envoyer un maximum de pensées, et que ces pensées, en fait, elles vont avoir des symptômes sur le corps physique. Donc, on va dire des pensées plus de peur,
de crainte de rater, de perte de confiance, etc. Les conséquences que ça va avoir, je vais aller direct au but, hein, les conséquences que ça va avoir sur le corps physique, c'est que ça va créer une tension, une crispation. Ouais. Si vraiment je reviens à quelque chose de très simple, un joueur de tennis, ce qu'on va rechercher chez lui pour bien jouer, ça va être, comme je le disais, hein, la capacité de concentration et le relâchement. Oui, on aura beau faire tous les savoirs, maîtriser tous les coups possibles, si on les passe en force, ça passera pas longtemps. Mm. Donc, à partir du moment où j'entretiens des pensées, ces pensées-là, elles viennent presque me coloniser, et puis elles vont créer chez moi un état de tension, bah, j'en perds le relâchement et j'en perds la concentration puisque je viens comme ça prêter attention à la voix qui est dans ma tête. Voilà. Puisqu'il y a une vraie menace, hein, quelque part, tu rentres sur une finale, tu es face à un adversaire, pour ton cerveau, il y a une vraie menace. Quelque part, tu es en train de mettre, de menacer ton identité de joueur, donc ton classement. Il y a plein de choses qui peuvent être menacées Ton d'un point de ego? vue. Bien sûr, on va parler de l'ego, on va parler de l'identité. Évidemment, ça, c'est menacé. Donc, quand j'entends, moi, des gens me dire, ben voilà, Sarah, moi, je veux faire la prépa mentale pour plus être stressée. C'est pas possible parce que ce serait mentir de dire on va plus stresser. Le stress, c'est un processus naturel. Quelque part, il est là pour nous maintenir en vie. Heureusement qu'on stresse, heureusement qu'on a peur. Mais c'est d'apprendre à mettre de la conscience sur ce stress et d'apprendre à justement venir focaliser notre attention sur autre chose Ouais. que cette voix qui vient sans cesse nous dire et si j'y arrivais pas, et nanana, et les conséquences, ça pourrait être ci, et ça, et nanana. Elle sera là, elle sera toujours là, cette voix. Mais peut-être que l'idée, c'est d'apprendre à lui prêter le moins d'attention possible. Et on reviendra après sur justement comment justement canaliser cette voix et sur quoi porter son attention, ça on le verra. Je te propose maintenant un petit vrai ou faux sur le mental. Tu réagis, tu me dis si selon toi c'est vrai ou faux, enfin on réagit ensemble aux différentes phrases. Alors, on commence fort. Il faut toujours penser positif pour gagner un match. Alors, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais moi je dirais On n'est faux. pas là pour ça. Moi non, je suis pas, je prône pas la pensée positive. Peut-être plus tard je le développerai, ou si tu veux que je le développe maintenant. Vas-y, je t'en prie là, vas-y. Pour moi, toute pensée qui est en dehors du processus tennis, euh, même si elle est positive, elle viendra nous déconcentrer. Donc, euh, même de dire à quelqu'un, allez, fais-toi confiance, tu vas gagner, allez, tu sais le faire, etc., etc. Moi, perso, sur moi, ça marche pas. C'est pas avec le mental que j'arrive à régler le mental. Euh, et, et limite, même certaines pensées peuvent être une source de distraction, voire même une source de stress. Donc l'idée, ce n'est ni positif ni négatif, mais c'est toujours de revenir dans la neutralité. Hmm. En fait, c'est un peu la palisse, c'est-à-dire dire une chose tellement évidente, mais qu'on n'arrive pas du tout à faire sur un cours, de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, ça nous aide pas du tout, parce qu'on sait ce qu'on Non. doit faire, en Bah oui, général. oui, On sait qu'on oui, doit se faire confiance, qu'on doit y aller, qu'on doit frapper la balle avec plus d'assurance. Mais oui. ça nous aide pas du tout, parce que c'est pas ça qui va, si on peut pas se focaliser sur ça, quoi. Non, et limite même se dire, mais purée, mais comment se fait-il que j'y arrive pas? Ouais. Et du coup, rajouter encore du mal au mal. Hmm. Ouais. Tout à fait, ouais, c'est tout à fait intéressant. Un joueur qui a du talent n'a pas besoin de préparation mentale. Bah moi, je dirais faux. Voilà, je dirais faux parce que bah, le talent, en fait, ça va être une aide. Moi, j'y crois au talent, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment un toucher beaucoup plus fin, qui ont une vision beaucoup plus fine, etc. Euh, mais, mais finalement, on a beau avoir du talent, si on ne sait pas organiser euh, ce qui se passe dans la tête, à un moment donné, ça bloquera. Hmm. Ouais. Mm. La facilité, on Mais comme part. je dirais la Ouais. même chose, et peut-être tu vas rebondir sur ce que je dis, mais je dirais la même chose d'un point de vue technique. C'est pas parce qu'il y a du talent qu'il y aura moins besoin de travailler. Au contraire, oui, bah, bien sûr. Oui, au contraire, de se reposer sur ses lauriers, d'être dans la facilité. Après, c'est vrai que ça, j'en discute avec différents enseignants qui ont été à des bons niveaux, etc. Le tennis peut être un sport très ingrat parce qu'à un moment donné, il y a quand même une limite.
Mm. Et cette limite, bon, elle peut être mentale évidemment, mais elle peut être aussi technique. Ouais, bien sûr. Mm. On parle même de tu sais, certains ils ont des fibres lentes, et t'auras beau l'entraîner, faire tous les exos possibles pour qu'il développe son explosivité, c'est carrément Mm. presque génétique. Et Ouais. c'est en ça que c'est terrible. Oui, Et et le truc avec les joueurs au niveau, c'est que biomécaniquement, ils ont des coups qui sont parfaits, quoi. ouais. Donc c'est pour Mm. ça qu'ils sont allés au niveau. C'est ça. Mm. Et donc là, c'est vraiment la sphère mentale, etc. Je sais pas Mm. si t'es d'accord avec ça. Ah oui, complètement, oui, oui, ouais, je partage. Ouais. Mm. Donc voilà. On continue. Alors là, je pense que là, on va aller sur le vrai. Faire une double faute peut être lié à un blocage mental. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça peut. Ça peut être purement technique, hein. Oui, bah oui. Voilà, hein. Par exemple, pour mon cas, hein. Je pense que j'ai pas la compétence, hein. Non, mais oui, oui, complètement. Hmm. Mais rien que l'idée de se mettre au service et de se dire pas la double, on va dire qu'on n'envoie pas forcément les meilleures infos. Ouais, tout à fait. Et c'est encore cette voix qui nous parle. Tout le temps. Attention, ouais, c'est encore cette voix. C'est vrai que quand tu vois, bah toi, quand tu vois t'arrives à discerner, quand tu vois justement des joueurs faire des secondes balles, t'arrives à discerner s'il est relâché, s'il y a pas quelque chose, s'il a pas quelque chose en tête. Ou au contraire, s'il est bloqué par une pensée. Alors, c'est dur de voir de l'extérieur, hein. Moi, généralement, c'est pour ça que je Ouais, les questionne énormément. Mais forcément, le corps et l'esprit étant liés, euh, on arrive à percevoir quand même. On mm, arrive à percevoir quand justement, quand le geste se fait dans le relâchement ou quand il se fait dans la force. ouais, tout à fait. Ah, ou celle-là, elle est touchy. Le mental, c'est inné. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Faux! Ah non, je dirais faux. Non, je pense. Là, tu vois, c'est un petit peu comme le toucher de balle. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de facilité. Mais alors, de quoi on parle quand on parle de mental? Parce que on a du mental ou on n'en a pas. Il y en a pour qui le mental, ça va être la combativité. Il y en a pour qui le mental, ça va être la confiance en soi. Il y en a pour qui c'est ah bah, moi je lâche rien. C'est ça, il a du mental, il lâche rien. Et il y en a pour qui ça va être la capacité de concentration. Euh, donc, euh, donc déjà, de quoi on parle? Et du coup, moi je dirais, bah faux, tout le monde a un mental. Après, on n'a pas tous le même jeu de cartes à la naissance, et peut-être qu'il y a des jeux de cartes qui font que le mental va être un petit peu plus organisé, moins brouillon, à moins parler fort, voilà, à moins créer de problématiques. Voilà. Il y a des gens plus ou moins calmes. Et cette phrase, elle me fait penser à un truc, et ce que tu dis aussi, j'ai l'impression que dans ce sport, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il faut se connaître. Il faut se connaître Mm. soi-même pour justement savoir qu'est-ce qui nous correspond le plus, pas que en termes d'identité de jeu, mais bien sûr en termes d'identité de jeu, mais et en termes également de mental. On peut pas dire à quelqu'un, tu me l'as déjà expliqué, qui est justement un peu introverti, de s'encourager sur tous les points, de changer du tout au tout. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Et oui, merci de venir là-dessus parce que ça, c'est vraiment un truc que je rencontre très très souvent. Pareil, il y a des raccourcis qui sont faits. Alors, je vais donner un exemple pour exemplifier mon propos, qui est un peu grossier, mais parce que je l'entends souvent, ce genre de truc, qui est un petit peu, euh, ouais, vous avez vu Nadal, le palmarès de Nadal. Et ben Nadal, avec une carrière comme ça, ben, il a plein de routines. Il faut avoir des routines pour pouvoir réussir. Ou alors, là, en ce moment, actuellement, il y a. Vous avez vu Sinner? Attends, Sinner, le mec, poker face, quoi. Le mec, il parle pas d'émotion, ni il s'encourage, ni il se décourage, il dit rien, il est numéro un mondial. Ben, c'est comme ça qu'il faut être. Alors non. Je vois que la Alors, réussite. alors en fait, Nadal, s'il a des routines, c'est pour une bonne raison et parce que c'est favorable pour sa concentration. D'ailleurs, j'invite tout le monde à lire sa bio, il l'explique dedans. Euh, et une routine, ça peut marcher sur quelqu'un et ça peut absolument même énerver, voire déconcentrer une autre personne.
Ça m'est arrivé de proposer des fois des routines de service à quelqu'un qui me dit, mais je suis désolée Sarah, mais en fait moi la routine, ça me va pas du tout. Donc, cool, on l'enlève. Donc oui, la connaissance de soi, elle est primordiale. Moi, elle fait partie de mon accompagnement et même, je dirais, elle est avant de mettre en place les outils. Parce que mettre un outil sans connaissance de soi, ça n'a pas de sens, en fait. Et il y a des gens pour qui exprimer leurs émotions, ça va être nécessaire. Et voire même des fois la colère qui est si mal vue, ça peut être une source d'énergie hyper intéressante. Il faut juste apprendre à l'utiliser. Euh, et il y a des gens pour qui, ils sont plutôt introvertis, ils vont pas avoir envie d'exprimer et il faut les laisser là-dedans. Je veux dire, Sinner, il joue le personnage de Sinner. Il joue pas un autre personnage. Djoko, il joue son personnage. Federer, pareil. Et on peut s'inspirer des gens, c'est bien sûr. Mais voilà, on va s'inspirer des grands champions et on voit à quel point ils sont tous différents. Ouais. En fait, et c'est là où on voit que eux, ils se connaissent très bien. Il y a tellement un travail d'introspection depuis leur plus jeune âge Mm. que eux, on voit qu'ils se connaissent vraiment bien. Et c'est Mm. peut-être pas, et c'est peut-être pas donné à tout le monde de faire ce travail-là, notamment les joueurs amateurs qui Ouais. se perdent. C'est ça qui est difficile. Donc, justement, cette titre, les routines mentales sont inutiles pour les joueurs amateurs. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ah non, c'est pas inutile du tout. Hmm. Ouais. C'est pas inutile du tout. Ça dépend quelle routine et comment elle est utilisée. Ouais, Ah, mais non, ça peut être même hyper intéressant. Voilà. Moi, à mon niveau, pour moi, dans mon truc, j'ai mes petites routines. ouais, bien sûr. Voilà. Hmm. Et on va finir ce quiz enfin, ce vrai ou faux par ça. La défaite est mauvaise pour le mental. Pour l'ego, elle fait Ouais, mal à l'ego. Euh, je peux. euh, c'est toujours pareil, ça dépend comment elle est interprétée. Hmm. Oui, je dirais pour la plupart des gens, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce que quand on comprend pas comment fonctionne le mental et qu'on sait pas l'utiliser, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de prendre la défaite pour l'enseignement qu'il représente, voilà, on va du coup en faire une affaire personnelle et ça va pouvoir créer de la dévalorisation ou alors on va se raconter une histoire autour de ça. Ouais, mais j'étais pas en forme. Ouais, mais lui, de toute façon, ceci, cela. Ouais, mais il y avait du vent. Oui, nanana, nanana. En fait, on va se chercher des excuses. L'idée, c'est, plutôt que de se chercher des excuses, c'est, moi, j'adore poser cette question. Je sais pas s'il y a des profs qui vont regarder le live. C'est, alors déjà, de pas faire de débrief vraiment tout juste derrière le match parce qu'il y a trop d'émotions et du coup, c'est pas, là, pour le coup, c'est vraiment le chaos dans la tête, donc ça sert à rien. Euh, mais peut-être le lendemain, de dire, si tu devais rejouer ce match, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu garderais? Qu'est-ce que tu changerais? Et là, en fait, le fait de poser cette question, ça permet de voir le côté positif de la défaite. Bah oui, le côté positif, il y en a un si on le prend pour l'apprentissage qu'il nous donne. Ouais, tout à fait. Hmm. En fait, de ce que tu me dis là, et je te rejoins totalement, il faut pas être dans les extrêmes. Quand on est une défaite, bah évidemment, faut relativiser, etc. Mais faut pas non plus être dans le je dois faire ça tout le temps, je dois être tout le temps carré comme ça. En fait, j'avais fait une vidéo dessus tu vois, sur la surmotivation. Mm. C'est-à-dire tellement se motiver que presque se raconter des films, des histoires tous les jours. Et en fait, c'est pas toi. Et en fait, c'est pas vraiment toi. Tu Ouais. vois. Mm. Et ça, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux. Voilà, ça pareil, je vais pas me faire des amis, mais à longueur de journée, des reels sur, les phrases américaines. Je pense que tu as un petit peu vu les phrases américaines le matin. On se lève à 4 heures du mat, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Ça, pour moi, j'ai un rejet là-dessus parce que c'est en fonction de toi. Si tu as envie de te lever à 4 heures et à faire 20 pompes tous les matins, si ça te correspond, oui. Mais sinon, Mais non. Qu'est-ce non. que tu peux me dire sur ça? Je reviens juste sur avant, c'est que la connaissance de soi, elle est indispensable. Et bien sûr, et que ce soit dans le mental ou dans la technique, je pense qu'apprendre un coup droit, il y a plusieurs manières d'apprendre un coup droit et l'idée c'est je suis en capacité de percevoir l'autre en face et de pouvoir m'adapter. Moi vraiment dans mon métier ce qui est très important pour moi c'est justement de
d'apprendre à connecter et à comprendre la personne, à comprendre comment elle fonctionne pour lui dire ce qui peut l'aider. Mais attention, j'ai pas toujours fait ça, hein. Quand j'étais dans mon ancien métier en équitation, avant de connaître plein de choses, et ben j'étais persuadée que moi je ressentais ça, moi j'avais telle problématique, donc tout le monde était comme ça. Et là Oui, où moi j'avais pas de problème, ben, je voyais pas le problème. En fait, il n'y a pas de problème. Donc je pouvais pas aider, au final. Donc l'idée c'est vraiment de sortir de ces schémas, de se connaître soi pour pouvoir mieux aider, se mettre vraiment à la place de l'autre et vraiment, voilà, ben voilà, d'apprendre à comprendre comment fonctionne l'autre et qu'il n'y a pas de règles. Et je me rappelle, hein, je l'avais dit dans la formation, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, personne ne dit la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. mm, Sinon, ben, c'est ce qui fait tout le côté magique de mon métier et toute la difficulté aussi. Mais comme dans le tennis. Oui, bien sûr, il va y avoir des grandes bases. Mais après, l'idée, c'est de se l'approprier. Mais pour s'approprier les choses, il faut se connaître. ouais, ouais. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et voilà, moi aussi, je te l'avais expliqué, j'ai testé des choses, j'ai vu des différents, voilà, je vais pas citer, mais qui étaient vraiment sur le mental au-dessus de tous les autres facteurs de performance. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur cette question. Toi, Sarah, où tu places le mental par rapport aux autres piliers de la performance? Donc, pour rappel, les piliers de la performance, le physique, la tactique, la technique et Ouais. donc le mental. Ouais. Bah, euh, moi, je pense pas qu'il y en ait un qui soit au-dessus des autres. Parce que, regarde, allez, je vais, euh, euh, je vais donner un exemple. Imaginons, moi, ça fait peut-être des années que je vais pratiquer une sorte de méditation, je vais apprendre à vraiment me concentrer, etc., etc. Et donc, je vais avoir une capacité de concentration peut-être plus grande qu'un autre joueur. Mais si à un moment donné, je sais pas faire un lift, je sais pas faire un lift. C'est si tactiquement, je sais pas que bah voilà un point ça va se construire comme ça croisé et puis le long Ouais, de ligne on va plutôt le faire en fin pour finir le point etc. Si on m'apprend pas ça, ça va pas venir tout seul. Ça va pas venir tout seul. Ça me permet vraiment là du coup d'aller un petit peu plus loin. Mais moi, c'est comme ça que je l'enseigne. On a en nous vraiment deux types d'intelligence. Une intelligence qui est plus analytique, qui comprend, qui apprend, voilà, qui rationalise, etc., qui va nous permettre d'interpréter un petit peu, d'analyser le jeu de notre adversaire pour savoir comment y répondre. Donc elle est indispensable, mais on va avoir une autre intelligence aussi qui est plus une intelligence intuitive, qui est beaucoup plus reliée au corps physique, qui est plus reliée à l'intelligence du corps et qui va être très en lien avec les sens. D'accord? On a 5 sens. ouais, Dans le tennis, on va beaucoup utiliser le toucher, le kinesthésique donc, et la vue. Et donc, se priver de ça, ben, c'est se priver de 50% de la réussite. Donc, oui, il faut pouvoir analyser, il faut construire, il faut de la technique, il faut apprendre. Et en même temps, après, il faut apprendre à arrêter cette voie-là pour pouvoir laisser l'intuitif. Et comme beaucoup de choses dans la vie, ça marche par deux. L'idée, c'est pas qu'il y en a une qui est une mauvaise et une qui est bonne. L'idée, c'est de les marier ouais. pour qu'elles puissent se coopérer, en fait. Mm. Donc, moi, je suis pas euh, dans quelque chose dans l'affrontement. Il n'y a pas quelque chose qui est contre quelque chose. Et justement, je pense que si on est là pour parler du mental, c'est bien Ouais, parce qu'on oppose les choses. Et il n'y a pas à opposer, il y a à comprendre pour à unir et faire coopérer. ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui me revient que tu nous avais expliqué justement et qui rejoint ça quand justement tu étais dans un club et qu'à un moment donné on te dit quelque chose sur le mental. Tu te rappelles de ça? Tu peux nous le partager? Attends, vas-y, rappelle-moi. Bah, justement, tu loupes un coup droit et on te dit
Sarah, t'as pas de mental. Mais ça m'est resté. Et ça, vraiment, c'est criant de ce qui se passe, c'est criant Ouais. de la non-connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça m'avait fait sourire. Ouais, ouais, c'était il y a longtemps. Et c'était il y a longtemps. Et donc, du coup, depuis, j'ai un peu progressé. Oui. Mais voilà. Et ça m'avait, sur le coup, ça m'avait un petit peu surpris, même un peu fâché. Enfin, Donc, vas-y, explique, du ben, coup. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plutôt débutante en tennis, moi. Et puis voilà, on sait, hein, c'est un sport qui est quand même très compliqué. Il faut longtemps pour arriver à bien maîtriser. Et dans mon profil de personnalité, moi, je suis plutôt assez émotive. C'est comme ça. C'est ni bien ni mal. Et donc, j'exprime mes émotions. Et donc, je vais exprimer mes émotions quand je rate. Et là, il se trouve que je fais 2 fois faute directe. Et je capte en fait que c'est moi qui répète toujours la même faute. Et donc, du coup, je m'énerve contre moi. Et je crie un peu, je donne une injure, mais vers moi. Hein, je fais de mal à personne. Et puis là, on vient m'interpeller comme ça. Et on me dit, bah Sarah, enfin, toi qui fais du mental. Et là, je me suis dit, merde. Bah, et en quoi le fait que je fasse du mental m'interdise de m'exprimer? Je peux m'exprimer. Par contre, si je m'exprime pendant toute l'heure, et pendant toute l'heure, je suis en train de hurler, de péter ma raquette par terre, oui, là, je pense qu'il y aura un problème. Mais si j'exprime mon émotion, mais que je suis en capacité de me reconcentrer derrière, en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout que à ce moment, c'était technique. Le problème, c'était justement que tu n'avais pas les bases pour faire le coup que tu souhaitais. Carrément. Oui, il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas de problème mental. C'est juste que bah voilà, que j'étais en train d'apprendre un coup et que voilà, et que je l'ai répété plusieurs fois, que au début j'y arrivais, après j'y arrivais plus. Enfin voilà, le principe des phases de l'apprentissage. Il y a des bases, moi qui suis coach, il y a des bases Mm. à avoir. Voilà. Et sans ces bases-là, on peut pas dire à un débutant de mettre 15 balles, court croisé, en coup droit, en accélérant la tête de raquette. Il va nous regarder avec des yeux comme ça. Et si on lui dit, mais souffle à la frappe, on n'aura pas plus de résultats. Non, non, non. Mais là où vraiment mon histoire peut-être, je voudrais qu'elle ait un écho, c'est que c'est pas grave en fait de râler. C'est pas grave que quelqu'un exprime ses émotions. C'est pas grave tout ça. C'est pas grave. Ouais. Et justement, c'est peut-être parce que on met trop d'importance à ça qu'on est si embêté par le mental. Il y a Emmanuel qui a tout à fait. Il y a Emmanuel qui pose une question. Se connaître et essayer de comprendre l'autre, l'empathie. Aussi, bah, carrément, oui, ce sera la conséquence, hein. Ouais, complètement. Hmm, Mm. tout à fait. Grande qualité, ouais. Donc voilà. Donc là, on a parlé des facteurs de performance, etc. Moi, j'ai une question pour toi. À partir de quand le mental prend sa place? Quand deux joueurs, ils ont le même âge, quand deux joueurs, ils ont le même niveau, parce que justement, on admet qu'ils ont les bases. On met deux débutants qui n'ont jamais joué, on peut pas mettre le mental sur le tapis. T'es d'accord avec moi? Mm. Par contre, à partir de quand pour toi, le mental prend sa place? Tu peux parler d'âge, de niveau, tu peux me dire, voilà, j'aimerais que tu réagisses un peu là-dessus. Bah, en ce qui concerne l'âge, moi, j'accompagne des enfants à partir de 7 ans. Ah, bien sûr, je vais adapter mon discours, ce sera pas la même prépa mentale qu'un joueur sur le circuit. Mais bien sûr on peut déjà l'aider, carrément. Et puis même, je pense que si plus on les prend, plus on les aide jeunes, plus c'est facile après derrière. Donc pour l'âge, après, en ce qui concerne le niveau, moi je dirais là où ça peut commencer à poser problème, c'est surtout quand euh, le joueur pratique la compétition. Ouais. Ça va être là que c'est surtout dans la compétition qu'il va y avoir une demande et que là on va pouvoir bosser le mental. Et moi je dirais c'est vraiment un niveau de compétence égal. Ouais. Bah, ce qui va différencier un joueur d'un autre, ça va être justement sa capacité à rester concentré, c'est-à-dire sa capacité à ne pas trop écouter la voix qui est dans sa tête pour rester focus sur le processus. Ouais. Donc, on en revient toujours à ça, la capacité de concentration, la capacité à focaliser, à diriger son attention.
Je crois que c'est de son gars qui dit celui qui perd, c'est celui qui a craqué en premier. Ben oui, mais on craque quoi? On craque parce qu'à un moment donné, on écoute la voix et on se laisse complètement embarquer là-dedans. C'est ça le craquage. Dans la haute sphère, donc la dimension des professionnels, c'est pour ça que le mental prend toute son importance. Ouais, Et parce que techniquement, ils sont parfaits, entre guillemets, hein. ouais, C'est ça. En tout cas, ils ont adapté leur technique pour aller au haut niveau. Le haut niveau, ouais. il y a pas plus, il y a pas d'échelle au-dessus. Donc c'est en ça que pour toi, voilà, le mental, c'est là où, à jeu égal, là, ça prend toute sa splendeur. Ouais, complètement. Et puis je pense que même à très haut niveau, peut-être on s'en rend pas compte, mais il y a énormément de facteurs à prendre en compte au-delà du tennis. Je veux dire, toute la pression qu'il va y avoir par rapport au classement, les points ATP, mais la pression des sponsors, la pression des médias, Ouais. tout ça, si on n'est pas entouré, si on n'est pas préparé à ça, c'est une autre vie quand même, hein. Hmm. Voilà. Là, c'est pour le très haut niveau, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va rajouter un nouveau commentateur intérieur. Mhm. Ouais, tout Ça à va fait. lui rajouter du poids en tout cas. Et, et justement, là, si on parle un peu de ce que tu observes, c'est quoi les symptômes mentaux fréquents que tu vois chez les joueurs avec lesquels tu traites? Les symptômes, euh, Est-ce qu'on peut parler les- de symptômes déjà? C'est pas des maladies en soi, mais ouais, ouais, non, le on va mot est dire plutôt fort. on va dire les conséquences. Oui, les Ça. conséquences, bien sûr. Ouais, Les conséquences, ben, euh, une perte de motivation, un découragement, perte de confiance en soi, ouais. perte d'estime de soi. Mm. Voilà, on pourra peut-être faire le distinguo parce que ça peut être pareil, être un petit peu assimilé, alors que c'est très très différent l'estime de soi et la confiance en soi. Euh, Tu peux nous donner tu peux nous donner pour toi ce qui le distingue. C'est intéressant. euh, L'estime de soi, ça va être quelle est la valeur que je me donne. Voilà. Euh, on a été élevé un petit peu dans un système où nos résultats, mais aussi notre classement, va être intrinsèquement lié à notre valeur. D'accord? C'est comme ça, hein, qu'on le veuille ou non, hein. Je veux dire, si là, par exemple, je dis devant tout le monde, bah voilà, moi j'ai été classé zéro, ou si je dis, bah moi je suis non classé, on va pas me regarder peut-être de la même manière et peut-être pas me juger de la même manière. Et c'est pas grave, c'est comme ça, et au fait, tout le monde le fait, on juge, et dans un sens ou dans un autre, hein. Mais du coup, le, le résultat qu'on va donner, le classement qu'on va avoir, ça va nourrir l'estime de nous. Ouais. Voilà. Ou alors baisser l'estime de nous en fonction du résultat. C'est pour ça que le rapport à l'échec, il est si difficile, puisqu'il vient toucher directement l'estime de soi. Alors que la confiance en soi, on va dire que la confiance en soi, c'est la capacité à exécuter une tâche, Tout simplement. tout simplement. Et Ouais. généralement, plus je suis compétente dans quelque chose, plus j'ai confiance. Oui. Tu vois, peut-être que toi dans le tennis, et même pas peut-être, toi dans le tennis, tu as plus confiance en toi que moi. Par Mm. contre, peut-être qu'en équitation, à cheval, j'aurais plus confiance en moi que toi. Oui. Ben, alors c'est en rapport avec l'expertise. Exactement. Et c'est-à-dire que plus on va avoir confiance en un geste, Ouais. plus on le maîtrise, plus on a confiance. Plus on le maîtrise, plus on a confiance. Sauf que là, du coup, on pourrait dire, ah bah ouais, non, mais alors moi, j'ai confiance en moi dans le tennis. Moi, pour moi, voilà, le coup droit, le lift, le machin, pour moi, ben, j'ai confiance. Et oui, mais la difficulté du tennis, c'est que nous n'avons jamais la même balle. Mm. Ce n'est jamais la même balle. Donc, quand bien même j'ai confiance en mon coup, déjà, j'en ai un là-haut qui fait que me parler. Et en plus de ça, ça va jamais être pile la même trajectoire, pas la même vitesse, pas la même puissance. Il va falloir que je m'adapte sans cesse. Donc finalement, le jeu du tennis est un jeu impermanent. La confiance en soi sera forcément aussi impermanente. Et pourquoi en fait on va mal dans le tennis? Je me mets dans le lot, attention, hein. Pourquoi on Ah, va mal? Parce qu'on maintenant, voudrait. maintenant t'es dedans, donc t'es Ça, chouette. c'est ça, ça. Et en fait, pourquoi on va mal? Bah parce qu'on voudrait être permanent Ouais. dans un jeu impermanent. Alors que si on accepte que notre confiance, bah, elle va monter et descendre, que le jeu,
il va monter, descendre, et que c'est OK, et qu'il y a cette acceptation, bah, cette acceptation, c'est la première étape qui va nous amener à un premier relâchement, Mm. qui va pouvoir après, dans un second temps, si on arrive à focaliser son attention sur ce qui est pertinent, nous amener le deuxième relâchement, qui va nous faire le coup parfait. Mais la première étape, ce sera bien sûr l'acceptation. Donc, peut-être, retenez ça, le joueur de tennis se rend fou parce qu'il voudrait être permanent dans un jeu impermanent. Et ça, c'est génial. C'est vraiment, c'est limite une règle, Ouais, mais je et suis en train de un m'amuser à adage. faire un truc comme ça. En ce moment, je m'amuse à faire. Je vous le communiquerai quand j'aurai fini. Pour l'instant, je Oui. suis pas encore content. Je suis pas hyper Ouais. contente de moi là, mais je fais un truc avec les règles du tennis, avec un truc du style, ben voilà, quand on joue à un jeu, il y a des règles. Tu joues au Uno, au Monopoly, il y a des règles. Voilà, bah tu le sais que tu joues au Monopoly, tu tombes sur la case va en prison, bah boum, tu vas en prison, et puis soit tu as de la chance, tu chopes la bonne carte, soit tu attends un tour, enfin je me souviens plus des règles, hein. Bon, donc tu joues à un jeu, tu as des règles, tu dois les accepter. Et là je me suis dit, bah en fait il faut que je fasse ça sur le tennis. Et le tennis, c'est un jeu, parce que on appelle ça jouer au tennis, hein. Donc c'est un jeu physique et mental. Physique, pourquoi? Parce qu'on va courir dans tous les sens et on va taper dans la baballe. Et puis mental, pourquoi? Parce que le but du tennis, c'est de relever un défi. Si on joue tous les deux, eh ben, tu vas chercher à me mettre en difficulté et moi je vais chercher à répondre à ta difficulté et je vais chercher à te mettre en difficulté. Donc en fait, le jeu, c'est ça. Et l'amusement, c'est ça. Et il y a une expression qui dit la pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu. Et oui, parce qu'à un moment donné, pourquoi on est sous pression? Parce que ce qu'on veut, nous, c'est le résultat. Mais pas du tout. À la base, si on jouait au tennis, c'était pas pour le résultat qu'on voulait jouer au tennis, c'était pour relever un défi. C'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant. Ce qui est amusant, c'est comment je vais répondre à cette énigme qu'on me met en face. Et comment moi, je vais pouvoir lui proposer une énigme. Si on voit le match comme ça, bah, du coup, ça donne un point de focalisation intéressant Et on est un peu, et là, on est sur l'aspect, un des facteurs sur la tactique, aussi. Bah, qui est carrément. pas assez mis en avant, je trouve, moi, qui est Mmh. pas assez mis en avant parce que justement, on se bourre la tête avec la technique et le mental, souvent. Et oui, Alors que en match, tu as le droit de penser tactique. Il faut penser tactique. il le faut. Bah, ça fait Il le partie des faut. quatre piliers, hein. Bah oui. Oui. Mmh. Mais en match, je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, c'est dangereux de penser technique. Ouais, bah, en fait, normalement, la Ouais, technique, elle devrait être acquise. Si on a bien travaillé ses gammes, on n'a plus besoin d'y réfléchir normalement. tout à fait. Et qu'est-ce qui fait qu'on y réfléchit? Allez, je vous le dis. Qu'est-ce qui fait qu'on y réfléchit d'un coup? Ah, je veux absolument faire un coup gagnant. Je veux absolument faire un beau coup droit. Je veux faire absolument un passing. Et ben, c'est cette voix qui dit je veux et cette voix qui est focalisée sur le résultat. Donc, le plus gros piège, moi, c'est sur ça que je travaille. C'est l'essentiel de mon travail consiste à ça, à faire prendre conscience euh, aux joueurs que leur esprit est quasi tout le temps sur le résultat et que les conséquences d'avoir un esprit sur le résultat sont dramatiques. On n'arrive plus à jouer, on n'est plus relâché et on n'a plus l'esprit libre pour pouvoir justement avoir cette intelligence de tactique et cette fluidité de jeu qu'on a si facilement à l'entraînement. Et ça me permet de revenir là-dessus, ce que je trouve que tu avais bien simplifié, parce que c'est pas évident non plus de dire, parce que voilà, il faut pas être dans le jeu, mais qu'est-ce que je peux faire sur les autoroutes? Les Ah oui, autoroutes, ça, c'est une de tes trouvailles que je trouve très pertinente, parce qu'en même temps, c'est une belle image, oui. et en plus, ça, c'est pas qu'une image, c'est vraiment un truc sur lequel tu peux te focaliser, parce qu'on Mm. parle tennis, on parle d'essence, donc ça, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui. Alors déjà, peut-être j'explique vite fait les autoroutes de pensée. Voilà. Ouais. Alors ça m'est venu, je ne sais pas comment, hein, voilà.
Ça m'est venu comme ça. Un jour, pour expliquer à un enfant un petit peu, moi j'aime bien, avant de trouver des solutions pour régler le problème, j'aime bien expliquer c'est quoi le problème. D'abord, on va voir dans quoi on est piégé en fait. C'est comme si on était piégé dans un labyrinthe et l'idée c'est bah, on prend de la hauteur, on voit le labyrinthe et après on peut y revenir dedans et trouver les solutions. Mais d'abord on prend de la hauteur. Et donc en fait j'avais trouvé cette image, dire bah voilà un joueur de tennis quand il se retrouve sur le court, il peut avoir deux autoroutes de pensée. L'autoroute de l'absence et l'autoroute de la présence. L'autoroute de l'absence, pour savoir si on est sur l'autoroute de l'absence, ça va être toutes les pensées qui vont être ben, justement tournées sur le résultat. Donc, ben, je veux gagner. Donc, forcément, la pensée inverse, j'ai peur de perdre. Voilà, obligatoirement. Hein. Si je veux gagner, je vais avoir peur de perdre. Ouais. Jouer Donc, avec la peur de perdre, ça se voit. Ça, tu vois, ceux qui jouent avec la peur de perdre, c'est visible. Oui, ça se voit. Même techniquement, c'est visible. Pardon, Complètement. Ah, non, mais oui, mais complètement. Donc, toutes les pensées qui sont sur le résultat, toutes les pensées qui vont être sur le score, toutes les pensées qui vont être sur l'adversaire. On peut même partir sur le tour de l'absence avant même d'avoir commencé le match. Celui qui va aller se renseigner à fond sur son adversaire, quel classement, quel est son palmarès, qu'est-ce qu'il a fait avant, c'est quoi ses pourcentages de machin, nanana, nanana. Là, il va mettre en route une machine infernale parce que il essaie de comprendre son ennemi pour se défendre au maximum. Alors, il y a un côté bien là-dedans, mais attention, ça peut être aussi un piège. Donc, toutes les pensées qui sont sur l'adversaire, même pendant le match, ça peut être d'un coup, on tombe sur un adversaire qui est très colérique, ou qui d'un coup s'exprime énormément, ou qui est tricheur, ou n'importe quoi, qui va avoir une attitude qui va nous déranger. Forcément, toutes les pensées qui vont être en lien avec ça, toute l'histoire qu'on va se raconter autour de ça, ça va nous faire partir sur l'autoroute de l'absence. Les occasions manquées, les points ratés, les fautes directes, etc. Comment j'ai pu rater ça? Donc, du coup, va s'en suivre toutes les pensées dévalorisantes. Mais je suis nulle, mais c'est pas possible, mais je sens rien, mais comment, hein, de toute façon, moi j'arrête le tennis, c'est terminé, non, 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 non. Enfin voilà, je pense que tout le monde va bien se retrouver là-dedans. Voilà, on peut très facilement partir sur cette autoroute-là et ça va très vite en fait. Une pensée va en amener une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. La deuxième autoroute, l'autoroute de la présence. L'autoroute de la présence, là c'est facile aussi de savoir si on y est. Ça veut pas dire que c'est facile d'y être. Ouais. Les pensées, elles sont orientées uniquement sur le processus. Si vraiment je simplifie à fond le processus du tennis, il va y avoir 4 éléments dans l'ordre. La vision, donc la prise d'infos, la préparation, le placement et la frappe. Imaginez un monde parfait, d'accord, où on prend une petite gélule avant d'aller sur le match et on reste tout le temps dans ce processus. J'ai la bonne info, je me prépare bien, je me place et je frappe comme il faut. Je rate, hop, je reviens dans le processus. C'est pas grave. Mon adversaire a fait ci, a fait ça. Finalement, il y a du vent. Il y a des gens qui parlent dans le public. Ça aussi, ça peut faire partir sur l'autoroute de l'absence. Peu importe ce qui se passe, je suis un petit peu dans cette bulle de processus. Si le processus, il est répété, c'est ce qu'on va appeler un jeu régulier. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. On veut avoir un jeu régulier. Si le jeu il est régulier, eh ben, il va nous emmener à la victoire. Donc finalement, la victoire, ce résultat qu'on cherche tant, n'est que la conséquence d'un processus juste. Et le problème, c'est que nous, on focalise notre attention sur le résultat, alors que l'idée, c'est de focaliser son attention sur le processus. Et si on focalise sur le processus, parce que tu sais, j'aime bien moi mettre des ponts entre le monde professionnel et le monde amateur, parce que pour moi, on a tous des carrières, tu vois, quelles qu'elles soient. Eux, tu les entends parler, tu les entends s'exprimer, toute leur vie, ils ont focalisé leur attention sur le processus. Et ils sont dédiés à ça. Ils sont payés pour ça. Oui. Ils sont obligés de faire ça. Oui. Alors, au début, c'est alors, mais pour les autres, c'est difficile parce que il y a la vie extérieure, il y a comme tu dis, voilà, il y a différentes choses. Il y a pas ceux qui sont pas dédiés à 100%, tu vois. Donc
c'est en ça où c'est pas évident aussi le tennis. Vraiment le processus, le processus. C'est en ça que ceux qui sont obligés, enfin ceux qui sont payés pour, c'est leur métier, et ceux auxquels ils veulent essayer d'atteindre ça, mais ils oublient tout ce qu'il y a autour de leur vie. Oui, bien sûr. Mm. Donc comment tu mets ceux qui tu aimerais qui sont en route pour atteindre la haute sphère, comment comment ils devraient focaliser leur attention sur le processus justement? Alors, déjà, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a cette autoroute de l'absence, autoroute de la présence, et surtout, une fois qu'on a compris que ce qu'il faut, c'est être sur l'autoroute de la présence, puisque c'est elle qui emmène à la victoire, euh, de bien se détendre avec l'idée que tant que nous serons des êtres humains, hein, tant qu'on ne mettra pas une IA en fait sur un terrain, mais tant qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire avec un système de pensée et du coup un système émotionnel, on va partir. Ouais, Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, où est le problème en fait? On va partir. Il va y avoir des pensées, on va être déconcentré. ouais. C'est OK. Donc la première étape, avant de poser la question comment est-ce que je peux revenir, la première chose vraiment à se rendre compte, c'est d'abord, quand je pars, je me rends compte que je suis partie. Hmm. Voilà. Euh, je vais te donner un exemple. Oui, oui, donne des exemples. Ouais. Je donne un exemple. Alors, voilà, en plus, tout à l'heure, j'ai joué, moi. Je joue. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas joué à cause de la chaleur. J'avais pas envie de jouer. Et donc, forcément, j'étais mal placée. Et puis, je commençais à m'agacer, à dire, voilà, en 2 semaines, j'ai tout perdu. Voilà. Et là, d'un coup, je me prends en flag. Ouais. Là, je me dis, ok, Sarah, en fait, alors moi, j'y mets beaucoup d'humour. Là, t'es parti. Donc, reviens sur le processus. Donc, la Qui première était, chose, qui était le processus pour toi? alors, C'était quoi? je vais venir après, mais Pardon, pardon. vraiment, Ouais. la première chose, c'est de se prendre en flag quand on part. Parce que tant qu'on n'a pas capté qu'on était parti, eh ben, on ne peut pas revenir. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Comment est-ce qu'on revient? Donc du coup, comme j'étais partie avec ma métaphore comme ça des autoroutes, et ben je me suis amusée à dire que bon ben on va créer des bretelles de sortie. On va partir, on va prendre l'autoroute de l'absence. Par contre, on va se créer des bretelles pour revenir sur l'autoroute de la présence. Des bretelles, en final, il y en a 5. Je vais les citer comme ça, puis après je les développerai un peu. La première, c'est simplement de se rappeler du processus. Donc vision, préparation, placement, frappe. On peut soit se dire dans sa tête processus, hein, c'est ce qu'on appelle une pensée parade, une pensée pour éliminer une autre pensée. Puisque en fait notre cerveau peut faire plein de choses, on peut penser jusqu'à 60 000 pensées par jour, mais par contre on ne peut pas avoir 2 pensées simultanées. Si je mets mon attention sur une chose, je ne peux pas mettre mon attention sur autre chose. Voilà. Donc si je me mets, d'un coup je me dis processus, je vais être focus sur le processus. Donc soit sur le processus en entier, soit ben, un des 4. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, moi, j'ai choisi la vision. Ça faisait 2 semaines. En plus, chez moi, il y a beaucoup de Mistral aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais vraiment focaliser mon attention que sur, je regarde la balle d'une certaine manière, que sur ça. Et en fait, finalement, ça a payé parce que le fait de regarder ma balle, vraiment jusqu'à l'impact à mon tamis, ça a eu pour conséquence de mieux me placer, de Ouais. machin, de mieux préparer mon geste, etc., etc. Donc, première chose, se rappeler du processus. Soit en... Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, on a 5 sens. Au tennis, on va surtout utiliser. Ah, tu m'entends? Ah, Ah, c'est bon, voilà. ouais, je t'entendais plus. J'allais te le dire. Donc, oui, donc j'étais sur les sens. Au Ouais. tennis, on va surtout utiliser 3 sens. Enfin, l'auditif, ça donne beaucoup d'indications, même si c'est pas le plus important. Mais le visuel et le kinesthésique, c'est-à-dire le toucher, mais aussi la conscience du corps. Euh, notre cerveau,
il peut pas avoir de pensée, mais il y a autre chose qu'il sait pas faire aussi. Il ne sait pas ressentir et en même temps être en train de penser. Il sait pas le faire. C'est pas possible. Si là, d'un coup, je dis, allez, venez tous là, on va faire une expérience, eh ben, bah, prenez conscience de comment sont positionnés vos pieds au sol. Est-ce que vos pieds sont vraiment, les deux pieds touchent le sol? Est-ce que votre pied est à moitié, en partie? Est-ce que vous arrivez à sentir la température de vos pieds? Est-ce que éventuellement vous arrivez à sentir si vous portez une chaussure? En tout cas, si vous avez fait l'expérience de placer votre attention sur vos appuis, normalement, vous n'étiez pas en train de penser à autre chose. Donc si je ressens, si je me remets dans mes sensations, je ne suis pas en train de penser. D'accord? Donc, ça va servir aussi de parade à toutes ces pensées du style, par exemple, si je suis à fond sur le score, oh là là, voilà, je viens de perdre 2 jeux, il faut absolument que je me ressaisisse. Bah, moi, je trouve ça plus intelligent plutôt que de se dire, il faut que je me ressaisisse, parce que ça, on le sait, en fait, et ça marche pas. Voilà, De c'est se dire, frustré. Ouais, soit de se dire, bah, je reviens dans le processus, soit de revenir, par exemple, dans la sensation de mes appuis au sol. Où je vais rechercher vraiment. Alors, il y en a, ils vont rechercher de la légèreté. Il y en a, ils vont chercher au contraire un ancrage puissant. Donc là, on pourra le savoir avec de la connaissance de soi. ouais, Mais en tout cas, de revenir dans des sensations. De revenir tout simplement dans la sensation de ma main sur le grip. ouais. En tout cas, de revenir dans un des sens. C'est vraiment primordial. Moi, je l'adore celle-là de bretelles de sortie. Parce que, d'ailleurs, quand on joue au tennis, qu'on a fait une super séance, on ne dit pas oh là là, aujourd'hui j'ai fait une super séance, qu'est-ce que j'ai bien pensé mon tennis. Non, Ouais. on dit qu'est-ce que j'ai bien senti la balle. Ça, cette phrase, ouais. Donc, Elle est criante, ouais. donc en fait, c'est pas là, c'est dans le ressenti. Et pourquoi c'est si difficile d'enseigner un sport? T'es enseignant, j'ai été enseignante dans un sport. Pourquoi c'est si difficile d'enseigner un sport? Parce que je dois mettre mon élève dans les conditions pour que de lui-même il ressente. Donc, ce qu'il faut aller rechercher, c'est du ressenti. Mais si on est tout le temps en train de penser, on ne peut pas être en train de ressentir. Donc, une fois qu'on a compris ce processus, l'idée, c'est d'aller soi-même et s'entraîner à se remettre dans le ressenti. Et c'est vrai que c'est un exemple que je donne comme ça qui fait sourire. Mais moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai commencé, je me rappelle, je prenais un cours particulier et mon prof, il me dit ouais, bon, c'est pas mal, Sarah, mais il faudrait que tu traverses la balle. Mais alors, moi, au tout début, j'étais là, what? En fait, traverser la balle, ça veut rien dire. Intellectuellement, ça ne veut rien dire. Moi, j'étais débutante et j'étais là. Alors, je vais rien dire au monsieur, mais par contre, je comprends pas du tout ce qu'il veut me dire, hein. Traverser la balle, je comprends pas. Alors, j'avais une idée un peu floue. Ouais. Et puis, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et à un moment donné, il m'a dit, là, ça y est, t'as senti? Et on a continué. Ah, t'as senti? Ah ben oui, j'ai senti. Je n'ai pas compris ce que c'était, une traversée de balle. J'ai ressenti ce que c'était. Le transfert de poids, ça se ressent. Et du coup, après, nous, on va aller chercher avec la tête quelque chose qui se fait avec le corps. C'est pas le bon outil. Donc, deuxième bretelle, c'est ça. Troisième bretelle, eh ben, ça va être la respiration. La respiration, mais pas n'importe quelle respiration, une respiration consciente. Ouais. C'est, je place mon attention sur une inspiration, je peux compter, je peux imaginer de la couleur, en tout cas, j'y mets de la conscience. J'inspire, j'expire. Par exemple, si je décide d'avoir une inspiration plus courte que l'expiration, je vais ralentir mes battements cardiaques, je vais favoriser du relâchement. Là, ça peut être intéressant puisque c'est ce qu'on va rechercher dans le tennis. Donc, c'est une troisième bretelle. Justement, cette respiration, donc, il y en a qui crient, il y en a qui soufflent. Bah, on Ouais, peut prendre le cas de Roger qui soufflait à la frappe, ouais, voilà, et Nadal qui criait très fort et qui crie à la frappe. Ça a le même objectif, chasser le nuage parasite qui peut avoir justement quand on est ouais, à l'impact de la balle. ouais, C'est ça? oui, Ouais. ouais, complètement. Ouais, ouais, ça peut. Oui, oui. Alors, Ouais. Et ceux des fois, il y a des qui. cris qui sortent seuls, hein, comme Ouais. ça, mais le fait de conscientiser une expiration à la frappe, ça peut être un outil pour revenir dans la présence. Puisque forcément, si j'ai appelé ça l'autoroute de la présence, c'est que, ben, pour moi, avoir un bon mental, c'est avoir une capacité à être présent ici et maintenant. Oui.
Voilà. Le mental va tout le temps nous faire partir dans le passé, dans le futur. C'est son job. L'idée, c'est de le ramener dans le présent. D'ailleurs, pour ça, il y a une phrase de Nadal qui résume tout, où il dit, voilà, je l'ai fini par l'apprendre par cœur, mon principal souci lors d'un match est de faire taire les voix en moi et de ne garder que le point que je suis en train de jouer. Si la moindre pensée concernant le point précédent survient, il me faut l'éliminer. Si la moindre pensée concernant la victoire, ça arrive, il me faut la rejeter. Donc on est dans l'instant présent. Donc l'idée, c'est si je reste sur le point que je viens de rater, ben ça y est, je suis parti sur l'autoroute de l'absence, je suis plus présent et je suis dans le passé. Un match, il est constamment au présent. Donc, ça sert à quoi tout ça? Tout ce qu'on est en train de dire, d'entraîner son mental, son esprit à rester dans le présent. C'est ça qui est difficile. D'autant plus que la balle, elle arrive, qu'il y a pas que pour ralentir le temps, le seul moyen, c'est de bosser à blanc ou de bosser en éliminant le rebond, en éliminant toutes les choses qui font que la frappe va être ratée. Mm, Et donc c'est en ça que c'est difficile. Et comme tu l'as dit, certains qui sont parce que eux, ils ont été entraînés peut-être très techniquement, ouais. ceux qui ont été à un bon niveau. Et du coup, leur façon de s'exprimer bah, reste technique et pour eux, ça va de soi. Mm. Sauf que en face, il faut garder en tête que c'est un sport de sensation Oui. et de feeling avec la balle, avec la raquette. On Ouais. joue pas avec on joue avec un truc dans la main, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai affiché dans mon cabinet, que j'avais lu dans la bio de Agassi. Ouais. Euh, Ça, on vous la conseille. Hein. ah oui, ouais, ouais, hyper Ah, intéressant. on reviendra à la fin pour nous dire si tu as des Ouais, ressources. ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, dans ce court extrait, il raconte, alors je sais plus si c'est finale ou demi-finale, en 2005, il joue contre Blake, et il se prend 6-0, 6-1, enfin, il se fait massacrer. Et en fait, à ce moment-là, donc il raconte dans la bio qu'à ce moment-là, sur le court, il se dit, bon, bah, je peux pas le battre. Donc autant essayer de livrer une belle performance. Donc libéré des contraintes de la victoire, mon jeu s'améliore nettement. Je cesse de réfléchir et me mets à ressentir. Mes coups sont plus rapides d'une demi-seconde, mes décisions plus motivées par l'instinct que par la logique. Et il finit par gagner. Alors qu'on le voyait perdant. Et en fait, moi je l'ai vraiment affiché en grand dans mon cabinet parce que je leur dis à mes joueurs, vous voyez là, Agassi, dans ces 3 lignes, il donne la recette. Alors, moi j'essaie de vous expliquer avant le pourquoi du comment, mais en fait la recette elle est là. C'est il passe en fait de son intelligence analytique à son intuitive et finalement il met son mental à son service et il les fait coopérer et il est beaucoup plus dans le ressenti. Et forcément, bah, ça a quoi comme conséquence? Tout est plus rapide. Parce que quand on est dans une acuité sensorielle, tout est plus rapide. C'est ce qu'on va appeler la zone. Le La flow. zone, une très grande acuité sensorielle. On voit mieux, on perçoit mieux, on sent mieux. Le rêve. Et si on veut le remettre, et si on veut le reproduire, si on pense à se dire, il faut absolument que je le reproduise, Impossible. impossible. Mais non, impossible Absolument impossible. parce que c'est je veux être dans la zone, c'est le mental. Hmm. Alors que la zone, c'est l'absence de mental. C'est Enfin, en tout cas, c'est un état modifié de conscience. ouais, tout à Donc, fait. c'est pas le bon outil. S'éloigner, et ça arrive, on ressent que ça arrive, mais c'est encore ça. En fait, c'est de tout ce dont on a parlé, c'est quand on se donne des ordres, Hmm. n'importe quelle personne se donne des ordres, ça ne fonctionne pas. Non. Toutes les injonctions ne marchent pas. Il faut, Ouais, je dois, ça marche pas. ouais. Hmm. Alors là, si on parle un peu plus au quotidien, comment intégrer justement la préparation, ça je sais que ça va en intéresser plus d'un, comment intégrer la préparation mentale à l'entraînement au quotidien? Est-ce que c'est sur chaque séance? Est-ce que c'est plutôt lors des phases où on fait des points? Comment tu vois un peu la chose sur ça? À toi qui est sur le terrain, etc., avec différents types de joueurs et de joueuses. Moi, je dirais que dans un premier temps,
c'est de pas forcément chercher à mettre en place des choses, mais d'observer ce qui se passe. Parce que le mental, il est très fort, il est fait de plein d'habitudes. Voilà. Tout est fait d'habitudes. Et pour pouvoir défaire une habitude, il faut d'abord en prendre conscience. Je pense que je vais enfoncer une porte ouverte avec des joueurs de tennis quand je vais dire à quel point c'est très difficile de changer une prise. Hein. Donc, on va dire, ah ben non, on va remettre la raquette, la prise c'est comme ça, et puis tu vas jouer quelques frappes, et puis d'un coup, il y a un truc, il va se passer quelque chose, et ton mental va revenir dans sa zone de connu, hein, qu'on peut appeler zone de confort aussi, et qui va être la force de l'habitude. Et que là, qui va reprendre la prise d'avant. Ouais. Parce qu'il croit que là, comme ça, il maîtrise mieux. Voilà. Donc, et ça le met plus en confiance parce qu'il croit qu'il a la compétence. C'est là que, tu vois, je Zone rebondis de avec, confort. ouais, le confort, puis je rebondis avec, tu vois, le mental n'est pas forcément intelligent. Voilà. Donc, créer une habitude, quand on crée une habitude, pour venir la changer, il faut d'abord qu'on en prenne conscience. Donc, la première étape que je peux donner comme petit conseil, c'est d'abord observez-vous. La vidéo, c'est Observez. un super outil. Ouais, c'est quoi les situations qui qui font que je vais aller m'agiter mentalement? C'est quoi qui m'inquiète? C'est quoi qui me fait peur? Qu'est-ce que je vais chercher dans le tennis? Est-ce que finalement j'aime quand il y a du monde, ça me stimule? Ou est-ce que du coup ça me stresse? Est-ce que c'est plutôt telle situation de match qui me stresse? C'est quoi cette voix que j'ai dans la tête? Qu'est-ce qu'elle me répète tout le temps, cette voix? Parce qu'en fait, cette voix, on a vraiment l'impression que c'est nous. Et l'idée, c'est de mettre une distance, en fait, entre la voix et nous. Et plus, en fait, on met de la distance, plus on arrivera à rester présent. Donc, dans un premier temps, avant de chercher la présence, c'est d'abord d'aller regarder comment fonctionne la voix. Donc, moi, je conseille un petit carnet, d'ailleurs, quand j'ai des gens en suivi, je leur offre un petit carnet, et voilà, avec plein de petites choses à faire dedans, et notamment beaucoup d'auto-observation. Ouais. Comment après je peux faire une fois que j'ai capté que voilà, moi, c'est les fautes directes. Quand je fais des fautes bêtes, que vraiment je peux partir et du coup jamais revenir, et là, à ce moment-là, je vais peut-être me répéter, non, je reviens dans le processus. Je reviens dans le processus. C'est tout bête, hein, Ouais. mais c'est énorme. Mm. Si vous arrivez à faire ça, déjà, c'est énorme. Ce qu'on peut faire aussi, ça, on en parlait en plus il n'y a pas longtemps, c'est, tu vois, à chaque début de séance, on est très nombreux à s'entraîner, des fois à s'échauffer dans les petits carrés. Ouais. Mais en fait, on peut intégrer de la prépa mentale dès les petits carrés. Plutôt que de faire juste des petits carrés pour dire je fais des petits carrés. C'est ça. Pour se raconter ce qu'on a fait la veille. Voilà. Et bien plutôt que ça, moi je propose d'aller travailler vraiment son œil. Alors, l'idée, c'est, par exemple, de prendre une balle. Alors moi, je le fais des fois avec des balles vertes parce que j'aime bien, parce qu'il y a la petite pastille verte. Ouais. Mais sinon, une balle relativement neuve, dans le sens où il y a le logo qui est très apparent, pour que ça donne un point de fixation du regard. Et l'idée, ça va être de jouer doucement, avec le moins d'effet possible. Sinon, la balle, elle tourne trop et que ça marche pas. Et de jouer plutôt à plat. Et l'idée, c'est d'entraîner son œil à le focaliser et à ne jamais quitter la balle des yeux. C'est très étrange les réactions qu'il peut y avoir avec ce petit exercice. Si en fait à chaque début de séance vous vous entraînez à ça, vous êtes en train de vous entraîner à un sens des plus importants, une acuité qui est l'acuité visuelle, qui fait partie du processus, hein, puisque c'est la prise d'infos. Et en fait, ça peut être aussi une bouée de secours dans un cas de tempête. Dans un cas de tempête, vraiment, là, c'est l'horreur, le match, il part dans tous les sens, tu sens que tu commences à t'énerver, tu perds tes moyens, nanana, reviens l'œil sur la balle. Mais si tu t'es entraîné très régulièrement à le faire, ce sera facile. Ouais. Mais de la même manière, prendre conscience de sa position, sa posture. Comment je me tiens quand je fais un coup droit? C'est quoi les muscles qui sont en train de vraiment s'actionner au moment où je fais un coup droit? Revenir dans la conscience du corps, c'est tout bête, mais de le mettre vraiment dans l'entraînement,
bah, ça peut être un point de focalisation quand d'un coup ça va plus. Oui, parce que le tennis devient un sport d'habitude. Oui, Et plus c'est une habitude, plus on a des automatismes, moins on a conscience de ce qu'on fait. exactement. Donc, Ouais. on l'observe vraiment au quotidien. C'est tout à fait intéressant. Euh, donc tu conseilles de bosser le mental, pas forcément de la même manière que les autres facteurs, pas de faire 1 heure et demie à fond sur ça. Non, Ouais. de l'intégrer petit à petit aux séances classiques. Oui, et puis après, je dirais que généralement, les difficultés que rencontre un joueur sur le court sont un peu similaires aux difficultés qu'il peut rencontrer dans sa vie aussi. Ouais. Donc, quelque part, la prépa mentale, faut l'intégrer dans son quotidien. Euh, on passe notre temps à être distrait. Voilà. On a des notifications tout le temps sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Et ben, en fait, remarquez à quel point nos pensées euh, agissent sur nous un petit peu telles des notifications. Hmm. L'entraînement, ce serait de se poser, allez, pas longtemps, 3 minutes. 3 minutes. Mais par contre, tous les jours. C'est la régularité qui prime sur le volume, vraiment. Euh, 3 minutes de se poser et de ne rien faire. Ah, Juste pas forcément sur un cours, dans la vie en général. dans la vie en général. Hmm. De, de, ne, de s'entraîner à ne pas réagir. Parce que finalement, le problème, là, j'ai beaucoup accusé cette voix qu'on a dans la tête. Mais finalement, cette voix-là, bien sûr, il faut apprendre à prendre de la distance. Mais l'entraînement va consister à quoi? Si je prends de la distance, ça veut dire que j'arrête de réagir à ce qui réagit en moi. Donc peut-être que l'entraînement dans le quotidien, c'est de prendre 3 minutes pour arrêter de réagir à ce qui réagit. C'est que, ok, il y a des notifs. Ben voilà, j'en prends note. Oui, j'ai plein de notifs dans ma tête qui arrivent. J'en prends note. Ok, ben elles sont là. Ben, ok, je prends acte. Mais je n'y réagis pas. C'est ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, tout Ouais, simplement. ouais. Donc il peut y C'est avoir pas. soit une méditation pleine conscience, soit, alors c'est pas ou, c'est et ou, on peut alterner aussi selon les jours, ce qu'on appelle de la méditation concentrative. Où là, pour le coup, pareil, 3 minutes, et je vais inspirer en comptant jusqu'à 5, expirer en comptant jusqu'à 5, pendant 3 minutes, je mets mon minuteur. Vous allez voir que pendant ces 3 minutes, vous allez être assailli de pensées, de notifications. Qu'est-ce que L'idée, je ça va fais? être Qu'est-ce que je fais d'accro temps? Qu'est-ce que je fais là? ah, J'ai- c'est chiant, non, Ouais. non. Et puis de toute façon, je vois pas en quoi ça va me rendre performant. Euh, et oui, ben, c'est-à-dire que plus je fais ça, plus je travaille ma capacité de concentration. Et puisque ben, je vais boucler la boucle, la capacité de concentration est la qualité numéro un d'un joueur de tennis, ben, je pense que de prendre 3 minutes tous les jours pour la développer, eh ben, c'est pas mal. Mais on touche du doigt un truc, là, depuis près d'une heure 20 qu'on est ensemble. C'est pour ça que pour moi, de ce que tu me dis que le tennis est si complexe, il faut une véritable introspection. C'est une introspection sur soi-même. Ça va. C'est pour Ouais. ça qu'on dit école de la vie. Oui. C'est au-delà de taper dans une balle. Oui. Mais c'est-à-dire que, en fait, le tennis, moi, je vois ça comme un révélateur. Hmm. Tu vois? C'est ce que le tennis va réveiller chez toi, c'est ce que tu as dans ta vie de tous les jours. C'est des émotions, c'est des frustrations, il y a énormément de choses comme ça qui sont emmagasinées. Et finalement, le tennis, si on n'y va pas pour les bonnes raisons, et souvent on n'y va pas pour les bonnes raisons, hein, on n'y va pas pour relever les défis de l'énigme, mais on y va pour gagner, pour machin, pour être le plus fort, pour montrer que machin, nanana. Et ben, du coup, ça vient comme un révélateur de toutes les difficultés qu'on peut avoir dans son quotidien. Donc oui, c'est très difficile, le tennis. Et ça me fait penser à une question. Est-ce que ça révèle ce que tu es vraiment ou donc ça révèle vraiment ton naturel ou au contraire ou au contraire justement ça peut te changer réellement ta personnalité. Tu vois ce que je veux Ah, dire? ouais. Je saurais pas, j'aurais pas une réponse à 100% parce que il y a des gens qui sont très différents dans la vie et sur le cours. C'est difficile là comme question. Ouais. Mais par Là, contre, sur la fin, je t'en ai.
Mais par contre, je elle m'est pense que venue. ça peut aider. Ouais. Je pense que le tennis peut être un outil pour aider les gens. Et d'ailleurs, moi, j'aime à croire qu'au travers de faire de la préparation mentale et au travers de j'aide les gens à performer, bah, avant toute chose, les aide à aller mieux. Ouais. Et que finalement, la performance n'est que la conséquence du bien-être. J'ai pas du tout envie d'éloigner la performance et le bien-être. Et on peut le faire, hein. Il y a des gens qui performent en allant très mal, hein. On a un taux de burn-out énorme, on le sait. Donc on peut le faire par la force et aller très très mal. Bon voilà, après on connaît les conséquences, à quel prix. Moi en tout cas, dans le métier que je fais, j'accompagne les gens d'abord à se sentir bien. Mm. Voilà. Ouais. Parce que la plupart, d'ailleurs les enfants, hein, les parents m'amènent leurs enfants en me disant, ça nous rend malade Ouais. de le voir malade. Mm. Et en fait, ce qu'ils veulent, bah, c'est voir leur gamin jouer, donc être dans la joie. Ouais. Donc ça veut dire que la vision, elle est plus bonne, on joue plus pour les bonnes raisons. Et une des dernières questions avant qu'on passe un peu aux ressources que tu recommandes et, euh, et ces choses-là. Donc, on entend tout le temps, après enfin souvent, j'arrête, c'est bon, je stoppe. Et le lendemain, on revient sur le cours. Il y a une vraie dichotomie entre je t'aime un jour, je te déteste le lendemain, mais on revient toujours à prendre la raquette et à aller sur le cours, sauf ceux qui passent au padel. Petite, mais qu'est-ce qui fait justement qu'on revient toujours à cette raquette dans la main, à revenir sur un cours, sur un match? Bah, l'amour, Ah ouais. l'amour du tennis. Hmm. C'est pour ça qu'on y est au départ et c'est pour ça qu'on y revient. L'amour est plus fort que tout. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment donné, on dit j'arrête? Bah, le résultat. On se fait toujours avoir par le résultat. Ouais. Hmm. Mm. Et quand on pense résultat, d'ailleurs ceux qui font pas du tout de compétition, qui sont pas du tout là-dedans, mais qui progressent quand même, Mm. est-ce que pour toi ils vont avoir un désir naturel de faire la compétition, vraiment, ou pas forcément est-ce qu'il manque un truc quand on fait pas de compétition, alors qu'on progresse réellement, pour toi? Bah là, moi je trouve que ça va vraiment dépendre des profils de Ouais. personnalité, ça va dépendre de la personne là où elle en est dans sa vie, de ce qu'elle cherche. Mais très souvent, quand il y a une progression, il va y avoir une recherche de défi. Et la compétition est un moyen de mettre du défi. Mm. Et d'évaluer, de s'évaluer aussi. Voilà. Moi, je Mm. sais que j'en fais pas trop de compétition, j'ai pas trop le temps, etc. Du coup, je sais pas, moi. Du coup, je sais pas quel classement je pourrais avoir. Ouais. Bon. Et donc, du coup, je comprends qu'il y en ait qui a envie de s'évaluer. Mais le problème, c'est qu'on voit cette évaluation après. Elle n'est pas mauvaise, l'évaluation. Elle est mauvaise quand on commence à rentrer dans la comparaison. Ouais. Voilà, deuxième piège. Après le résultat, la comparaison. De nos jours, c'est criant, encore plus avec les réseaux, tout ça. Mm. Est-ce que, donc tu as parlé un petit peu de différentes choses, tu as parlé d'Open, est-ce que tu as des ressources à recommander, vraiment des livres, des films, des choses un peu audiovisuelles qui t'ont marqué et vraiment qui peuvent être vraiment utiles pour ceux qui nous écoutent? Ouais. J'ai le livre Le jeu intérieur du tennis. Vas-y. Voilà, Ouais. très très bien, hyper intéressant. Alors moi j'explique l'intelligence analytique intuitive, lui il l'explique différemment avec d'autres mots, mais Hmm. en fait on dit la même chose. Euh, ben, moi j'ai lu la bio de Nadal, j'ai adoré parce que on comprend vraiment le personnage et je trouve que ça démystifie un petit peu aussi ce côté euh, ah ben Nadal c'est un guerrier, c'est un conquérant, c'est un battant, c'est nanana. Et en fait quand on lit son truc on voit à quel point dans sa vie personnelle c'est un anxieux de ouf. Et je Ouais. pense que ça peut casser des croyances et ça peut aussi ouvrir des croyances. Des gens qui se disent non mais moi je suis trop anxieux pour pouvoir réussir. Non en fait pas du tout. On peut être très anxieux et réussir, on peut être très émotif et réussir. Donc voilà, Open, voilà le livre d'Agassi, Hmm. très intéressant aussi. Euh, il est très intéressant parce qu'on voit très bien qu'il y a un avant et un après. Enfin, il a deux carrières, Agassi. Et on voit bien que dans sa deuxième carrière, c'est une carrière qui est faite avec beaucoup plus de bonheur et beaucoup plus Ouais. d'amour parce qu'il ne joue plus au tennis pour les mêmes raisons. Je vais pas en dire plus, sinon je vais spoiler le. Et j'allais moi aussi aller parce que je l'ai lu, enfin je l'ai dévoré,
Et oui, oui, je suis tout à fait. Il y a vraiment, bah, il y a ce truc-là de je te déteste. Mm. Tennis, je te déteste. Je fais ça pour gagner de l'argent, Ouais. euh, mais aussi il a un passé et ça, pareil, on le dévoilera pas, voilà. Mais ça, c'est vraiment l'exemple le plus marquant. Mm. Voilà. La bio de Sharapova, je sais pas si tu l'as lu. Ah non, Euh, ah ben, je la trouve vraiment. Bah, alors pareil, ça triche pas. Tu vois, là, on conseille que des trucs ah, je qui vais le trichent noter. pas. C'est vraiment, ouais, ça s'appelle Unstoppable. Et on sait, on comprend pourquoi elle a réussi. Voilà. Mm. Mais pareil, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et ok, donc deux livres. Et puis après, Ouais. moi, j'ai bien aimé les Point Break, c'est comme ça que ça s'appelle, Breakpoint? Breakpoint, ouais, tout à fait. Breakpoint. Moi, je les ai bien aimés. Alors, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit ah, nul, nanana, nanana. Parce que je pense que si on regarde ce documentaire d'un point de vue tennis, peut-être oui, on peut être déçu. Mais j'invite à regarder le documentaire d'un point de vue mental. Et là, c'est très intéressant parce que on rentre un petit peu dans une petite intimité des joueurs. En tout cas, on capte un petit peu leur personnalité. Et je trouve que du coup, c'est très intéressant de faire la relation entre leur performance ou leur contre-performance et ce qu'ils vivaient dans leur vie, comment ils sont, comment ils voient le truc, et que voilà, et qu'il n'y a pas de règles. Et le dernier sur Alcaraz, j'ai adoré aussi. Ouais. Moi qui travaille, bah, tu le sais, hein, beaucoup sur les profils de personnalité, ça m'a fait sourire parce qu'à un moment donné, voilà, il y a son staff qui veut absolument le mettre dans un moule, et lui, il dit, bah non, ça va être à ma manière, et donc, bah, moi, je suis pas Djoko. Ouais. Je ne vais pas faire autant de concessions, alors que je pense que Joko ne le vit pas comme ça. Et en fait, je pense qu'il a un profil de personnalité, Alcaraz, où il faut qu'il garde de la joie et du plaisir dans sa vie, sinon ça ne marchera pas. Et en plus, on voit qu'il performe. Et Alors, en bon, plus, je pense que le mec est pas mauvais. et au plus haut niveau. Donc bon, Carrément, ouais. Ouais. Et carrément. tu, Donc là, ouais. dans la connaissance de soi, hyper intéressant, parce que là, dans le dernier, ce dernier documentaire, on voit vraiment l'évolution où il se laisse complètement chapeauter, et puis à un moment donné, il se dit, ouais, enfin, non, je vais quand même un peu prendre les trucs en main aussi. Ouais. Peut-être qu'il se La, la- plantera, la mais c'est confrontation génial. avec Ouais, Ferrero où il dit non, enfin, là, je vais y aller, que ouais, ça te plaise ou non. ouais. Bon, c'est ouais. Et je te conseille également, si tu l'as pas vu, Mardi Fiche, l'envers du sport. Ah, mais bien Ah ouais, sûr, bon, ouais, tu l'as vu là. Ouais, je l'ai vu. Et ouais, bien sûr, et là, voilà, oui, voilà, vraiment, ça explique qu'on peut jouer au tennis pour différentes raisons. Et que si on les fait pour des raisons plutôt égotiques, avec le il faut, je dois et je veux et machin, nan, nan, ben voilà, les conséquences, vous les verrez dans le documentaire. ouais. Mais il y a des belles choses tout de même. Il y a des belles choses Oui, bien sûr. sur les Ouais. plateformes. En tout cas, il faut chercher un peu. Il faut, faut chercher, mais il y a des belles choses. Bah, Sarah, je te remercie grandement pour cet échange. Eh ben, avec grand Euh, plaisir. c'était tout à fait intéressant. Il y a eu du monde. Il y a eu des questions. On va juste voir s'il y a, alors il y a Anthony qui avait dit, il y a un aspect important aussi, c'est que pour la plupart d'entre nous, on a toujours en tête le classement du mec qu'on est en train de jouer. Ce qui est parfois une mauvaise chose, car c'est Ouais, valable pour tous les classements. Tu peux jouer un mec qui va te gêner de fou et contre un autre qui va te poser zéro difficulté au même classement. ouais. Bah oui. C'est en ça qu'il y a différentes identités de jeu. Et même classement, il y en a un, il fait que des chops, et l'autre, il met que des avions. Ouais, c'est en ça que c'est si varié aussi. C'est pour ça qu'on aime qu'on aime Mais voilà, en fait, c'est un énorme piège de rester sur le classement, mais il l'a compris, il le dit lui-même. Mais par contre, de venir essayer de rationaliser le mental en disant, ben non, j'arrête, je le sais que ça veut rien dire. En fait, au Ouais, fond de nous, si, ça nous inquiète. ouais. Donc, plutôt que de se dire, ah ben non, il ne faut pas que j'y pense, c'est, ben, donne-toi un point de focalisation. Mm. Et Anthony que je connais, avec qui j'ai échangé, qui a la maladie de Parkinson et qui joue au tennis, du coup il fait plein de projets là-dedans. C'est génial ce que tu fais, franchement je suis tout ce que tu fais, c'est top. Donc pour parler de mental, je sais que tu en connais bien un rayon mon gars. Sarah, où on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que donc ton cabinet il est dans le Var, c'est ça? Moi, je suis basée dans le Var, alors ça m'arrive de me déplacer. En tout cas, je me déplace dans différents clubs. Je me déplace dans les différentes ligues, déjà PACA, Nice, Toulon, Aix. Et puis, voilà, mon cabinet, il est au Pradet, donc entre Toulon et Hyères. Je fais aussi des visios, hein. Et puis sinon, oui, j'ai un site internet. Alors, il n'y a pas de scoop, hein, ça s'appelle Sarah Soban. Voilà.
Hein, Le mental, un processeur, voilà. voilà, tout simplement, c'est mon nom. J'ai un Instagram, un Facebook, voilà. Hmm. Je suis Super. pas forcément, c'est pas mon talent, hein, on a chacun un talent. J'ai pas un talent pour animer mon Instagram, mais en tout cas, j'essaye de. euh, Tu postes des choses parfois en rapport avec ta profession? Oui, 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 je publie, oui, oui. Hmm. Mais pas assez, pas comme il faudrait, je pense, mais je suis, parce que bah, je pense que voilà, moi, ma passion, c'est d'être vraiment avec les joueurs, d'être sur le terrain, voilà. Ce que t'aimes le plus dans ton métier, du coup, c'est... Moi, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est quand d'un coup, j'ai les yeux de la personne en face de moi qui fait Oh, ah, mais d'accord. Pour n'importe quoi. Ouais. Ouais. Et là, je me dis, cool, j'ai réussi à éclairer. Hmm. Ouais, t'essayes d'être un, ouais, un guide, c'est ça de toute façon, hein. C'est ça. On est des guides, hein. On n'est pas Ouais. des, et c'est pas nous qui avons les cartes en main pour que le score soit en la faveur Mm. du joueur. Ça, il faut bien le comprendre des guides. Vraiment, on pourrait dire guide mental, ça sonnerait aussi. Ouais, oui, carrément. Oui, oui. Donc, guide du tennis, enfin voilà, c'est tout à fait. Est-ce que tu as un dernier message, voilà, pour les joueurs, les joueuses qui nous écoutent, les plus grands, les petits, les parents Oui. Ah, là, là, t'en as un. Là, il faut pas le manquer, celui-là, hein. Euh, Arrêtez tout ce que vous faites là. oui, il y a un truc qui me tient à cœur, euh, je vais dire ça surtout aux compétiteurs, hein, euh, hmm, c'est à partir d'aujourd'hui, n'allez plus jouer pour gagner le match, allez-y pour rester dans le processus. Cette voix là de allez, je vais jouer mon match, je veux gagner, c'est non, non, non. Tu vas pas jouer au tennis pour gagner. Tu vas jouer au tennis parce que ce que tu veux, c'est rester et améliorer ton processus. Point à la ligne. Le La processus. conséquence sera la victoire. Ouais. Mais le piège, c'est d'être tellement sur la victoire. Après, il y a toutes les conséquences qu'on a énumérées. Donc, ouais, le mot de la fin, ce serait ça. Ce serait peut-être, moi, je le fais noter sur leur carnet à mes joueurs, c'est à partir d'aujourd'hui, je joue pour rester dans le processus et améliorer mon processus. Je crois qu'on peut clôturer l'échange sur ça. Je te remercie beaucoup pour ces 1h30 de live, Sarah. C'était très Avec très grand sympa. plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. C'était vraiment super. Et voilà, très belle continuation. On sait que voilà, t'as plein de tu t'ennuies pas. Et puis on se dit à bientôt sur le terrain ou sur des vidéos. Avec plaisir. À Bonne bientôt, soirée. Sarah. Merci beaucoup. Bye.